monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a effectuée il y a 2 jours, jeudi dernier, à Djibouti. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire à la suite d'une visite officielle à Djibouti, où il a été accueilli jeudi dernier par son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh ainsi que de hauts responsables djiboutiens. Une réception officielle a été réservée au président El-Sisi et l'hymne national des 2 pays a été joué. Nous avons actuellement avec nous en ligne Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, retraité et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Au cours de la première visite à Djibouti d'un président égyptien depuis 1977, El-Sisi s'est entretenu avec son homologue djiboutien en tête-à-tête à huis clos. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Hani Abdelaziz. Bonsoir, chère madame. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, quelle est l'importance de cette visite, notamment en ce moment? Bien, cette question vient vraiment à point. Et je vais évoquer plusieurs questions d'une extrême importance. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, aucun président égyptien n'a visité le Djibouti depuis 1977. Oui. C'est étrange. Donc la visite vient vraiment à point pour une dizaine de questions. Je mentionnerai celles qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, 90%, je dis bien 90%, des approvisionnements de l'Éthiopie passent par le port de Djibouti. Je pense que cela suffit à justifier l'intérêt que le président Sisi a porté à Djibouti et je pense personnellement que cette visite est sa visite la plus importante en Afrique. Je mentionnerai beaucoup d'autres questions qui ne sont peut-être pas à la portée de tout à chacun. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Chine a ouvert sa première base militaire en Afrique à Djibouti il y a un an et demi. La première base militaire en Afrique. Chinoise en Afrique a été établie à Djibouti il y a environ un an et demi. Bien sûr, d'après les responsables chinois, ce n'est pas pour une expansion militaire ici ou là, c'est surtout pour donner une base logistique aux troupes chinoises qui participent sous les casques bleus, sous les îles de l'ONU, dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, par exemple en République démocratique du Congo. Est-ce que tout le monde sait que le Japon, qui après la Deuxième Guerre mondiale, a été soumis à des restrictions militaires sans précédent et qui s'impose lui-même aujourd'hui des restrictions militaires par lui-même, a une base militaire au centre de la capitale, à Djibouti. Est-ce que l'on sait que Djibouti est la base des plus grandes stations de communication satellitaire dans le monde, depuis en coopération avec la France? Et je suis sûr que la visite du président Sisi a été discutée durant sa visite à Paris avec son homologue français, le président Macron. Sans parler des bases militaires des grandes puissances, sans parler des accords et des contrats de ravitaillement des flottes militaires et même des navires de transport civil à Djibouti. Djibouti est d'une importance stratégique sans pareil, par exemple, pour combattre la piraterie maritime qui existait il y a quelques années dans les mers juste au front de la Corne de l'Afrique. Donc je suis très enthousiaste et c'est sincère, c'est tout à fait sincère concernant cette visite et j'espère que les contacts à tous les autres niveaux continueront très sérieusement pour maintenir les meilleures relations avec Djibouti, avec pays avec lequel l'Égypte a toujours maintenu d'excellentes relations, mais qui se sont estompées depuis une trentaine d'années. Je ne veux pas entrer dans plus de détails. Voilà mon opinion.
Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, comment voyez-vous les relations entre l'Égypte et Djibouti? Bien sûr, c'est-à-dire, il est difficile d'en parler puisque personne n'est au courant des discussions confidentielles et autres qui ont eu lieu. Mais déjà, le rapport est établi entre les deux présidents. Sûrement, il y aura des coopérations d'échange d'informations au moins, peut-être plus, des accords de coopération dans les domaines politiques, diplomatiques. C'est une voie de plus à l'Union africaine, Djibouti, et qui a été toujours un pays ami et frère. Vraiment sérieusement, et j'en connais quelques détails. Donc, reprendre tout cela est d'une importance primordiale, mais il faut continuer, je le répète toujours, maintenir l'effort qui a été fait par le président, par ses ministres et par la diplomatie et par tous les autres moyens disponibles à l'Égypte. La visite historique du président El-Sisi à Djibouti témoigne, on peut dire, d'un sommet égypto-djiboutien. Alors, quels sont les dossiers les plus importants qui ont été abordés lors de ce sommet? Regardez, d'abord, je ne suis pas ambassadeur au ministère des Affaires égyptien, donc je ne suis pas au courant. Et même si je l'étais, je ne pourrais pas dévoiler la nature et l'objet des différentes discussions qui ont eu lieu. Mais je ne le suis pas. Je suis retraité sous-secrétaire général des Nations Unies et je parle en ma qualité personnelle, pour être précis, et non pas comme porte-parole des Nations Unies puisque je suis retraité. Non, je ne connais pas vraiment l'ampleur des dossiers, mais sûrement il y a eu des questions de sécurité, des questions de coopération dans les différents domaines économiques, peut-être dans le domaine de l'éducation, etc. Selon vous, comment incarner la forte volonté mutuelle de renforcer la coopération bilatérale? Bien, étant donné le rôle et l'emplacement stratégique de Djibouti, je pense que les questions sécuritaires, de combattre le terrorisme, combattre la piraterie maritime, voir quelles sont éventuellement les échanges d'informations possibles concernant l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie joue un rôle très important et très négatif, important dans le sens négatif du terme, en Somalie, qui est un pays un peu laissé, qui chavire dans tous les sens de temps en temps. Donc, peut-être l'Éthiopie est un pays important aussi pour l'Égypte. Hein. Et il a toujours été. N'oubliez pas que l'Égypte avait des bases là-bas du temps de Khédive Saïd à Moussaoua. Donc, oui. Je pense que les questions sécuritaires ont eu une place très importante, que ces échanges continueront, sûrement sur le problème diplomatique aussi et le rôle que Djibouti peut jouer en appui aux positions égyptiennes concernant le barrage du Millénium. En ce qui concerne le domaine de la santé, les deux présidents ont décidé de fonder un hôpital égyptien à Djibouti. Comment voyez-vous cette nouvelle et quelle est son importance pour les deux côtés? Bien, c'est très intéressant ce que vous faites là, puisque moi j'ai travaillé environ 18 ans pour les Nations Unies en Afrique et j'ai pu constater jusqu'à quel point le soutien, je ne dirais pas l'assistance, je n'aime pas le mot assister et assistance, mais le soutien médical égyptien qui a été fourni par exemple aux troupes des casques bleus des Nations Unies était très important et extrêmement bien apprécié. J'ai vu combien de médecins égyptiens dans la coopération Égypte et certains pays africains fonctionnaient très très bien. Je pense que le corps médical égyptien est très très bien aperçu dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne et je suis sûr, c'est très bien que vous me le rappeliez, je suis sûr que la question du soutien en matière de santé, les échanges de connaissances, la présence de plusieurs médecins, peut-être un hôpital, etc., sera très très bien le bienvenu à Djibouti. Et je pense que c'est un domaine où l'Égypte excelle, le domaine médical, et qu'elle peut fournir énormément de soutien. Je ne dis pas assistance, je répète, je n'aime pas ce mot, d'assistance à nos frères sur notre continent. Les deux côtés se sont également accordés à renforcer la coopération dans les secteurs vitaux tels que le transport et la liaison des ports. Commentez, s'il vous plaît. Eh bien sûr, je n'ai pas mentionné, par exemple, que la Turquie, par exemple, joue de plus en plus un rôle important
au sud de la mer Rouge et à l'entrée de l'océan Indien, donc dans la corne de l'Afrique généralement. Il y a un intérêt turc là-bas. Donc il est très possible que les deux présidents ont discuté la possibilité de renforcer les moyens de ravitaillement, par exemple, des navires égyptiens, qu'ils soient commerciaux ou militaires dans la région, pour contrecarrer toute éventualité négative dans ce domaine. Cela est très possible, mais je ne suis au courant de rien. Oui. Monsieur l'ambassadeur, au cours de leur entretien, les deux présidents se sont mis d'accord à créer prochainement une zone logistique égyptienne à Djibouti. Veuillez nous jeter la lumière sur cette zone logistique. Bien, c'est exactement ce que je disais, mais vous avez choisi le mot approprié, le soutien logistique. Le soutien logistique, dans les termes modernes, veut dire le transport maritime, le transport aérien par tous les moyens, le ravitaillement de ces navires, etc. J'en ai parlé indirectement, mais vous avez bien précisé le transport logistique. Tout de même, l'Égypte a une très bonne expérience, tout de même, dans la gestion des ports, en coopération avec certains autres pays arabes du Golfe. Et je pense que l'Égypte pourrait très bien jouer un rôle plus important dans le développement du port de Djibouti, qui est essentiel pour le ravitaillement et l'approvisionnement des différents pays de l'Afrique. Un rôle égyptien aussi dans ce domaine renforcerait la position de négociation égyptienne concernant le barrage du Millennium chérosien. Oui, le chef de l'État s'est mis d'accord avec M. Guelleh à accroître le volume des investissements égyptiens à Djibouti et également à ouvrir la voie aux entreprises égyptiennes pour prendre part au projet de l'infrastructure dans ce pays frère. Comment voyez-vous cette décision? Bien, c'est-à-dire l'État, bien sûr, peut encourager les hommes d'affaires égyptiens, dont certains sont très sérieux, à entreprendre des activités à Djibouti comme dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. L'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, par exemple, les entreprises égyptiennes construisent un barrage important en Tanzanie. C'est très bien. Nous devons revenir, mais je pense que de là devrait se faire en coordination et en coopération avec les ex-puissances coloniales dans la région pour qu'il n'y ait pas de contradiction et que l'on puisse travailler ensemble dans ce domaine qui est délicat parce que, comme vous le savez, tous les pays du monde se bataillent pour obtenir des marchés ici ou là. Donc, je pense que l'Égypte peut travailler dans ce domaine, encourager ces hommes d'affaires qui ont la volonté de le faire, mais ceci devrait se faire en coordination, en coopération avec des entreprises plus larges, plus importantes dans le monde, qui déjà ont leur réseau dans ces différents pays et qui peuvent, donc je veux dire, se partager les efforts et les risques dans la région, mais ça, travailler seul, à mon avis, ne serait pas positif à moyen terme. Au cours d'une conférence de presse conjointe, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné, comme vous l'avez mentionné, l'importance géopolitique de Djibouti. Veuillez nous expliquer cette importance. Vous avez dit l'importance géopolitique de l'Égypte. Oui. Oui. Oui, bien sûr. L'Égypte reprend ces dernières années, et c'est sincère, ce n'est pas simplement pour dire du bien, non, c'est sincère, reprend sa place, la place qu'elle mérite d'abord et qu'elle a toujours joué sur la scène internationale et sur la scène africaine et moyen-orientale en particulier. Nous le savons très bien que l'Égypte a joué un rôle très important, par exemple, dans la négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est un rôle très important qui a été apprécié par le président Biden des États-Unis, je pense par le président Macron et par la communauté internationale dans son ensemble. Donc l'Égypte reprend. Ce ne sont que des débuts. Mais l'histoire se calcule en termes de décennies, en termes de siècles. Donc moi, ce que je n'aime pas recommander, ce que je dirais, c'est qu'il faut persévérer dans ces efforts. Il ne faut pas simplement faire un bond d'une seule fois et puis après, les efforts vont s'estomper et ne pas se poursuivre à tous les niveaux. Il faut persévérer pendant des années et de manière continue à maintenir les liens, à maintenir les réseaux d'amitié qui facilitent le travail diplomatique, politique, commercial, etc.
Oui. Donc là, la volonté existe, je la vois politiquement au plus haut niveau. Elle doit se poursuivre par les différents autres niveaux qui viennent en dessous pour obtenir des résultats. Mais si on fait un bond et puis après ça s'estompe, je pense que ce n'est pas l'approche correcte. Il faut encourager encore plus les efforts de coopération, d'amitié, d'entente avec essentiellement les pays néolithiques, parce que l'Égypte, après tout, est au départ un pays néolithique avant d'être autre chose. Et nous le reconnaissons et le voyons maintenant énormément avec les problèmes qui existent concernant les eaux du Nil bleu. Donc, il faut continuer. Si j'ai un message à dire, c'est qu'il faut continuer sérieusement, avec plus d'efforts tout le temps, faire le suivi du grand bond qui a été exécuté et qui se fait depuis un certain nombre d'années. Et déjà, avec la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti, il a déjà ouvert la porte à cette nouvelle ère, on peut dire. Oui. Absolument, madame. Oui. Je suis tout Nous à fait vous d'accord. remercions. Et Oui. ces visites répétées aussi à l'Union africaine, à Nice, la présidence de l'Union africaine qu'il a exercée il y a 2-3 ans, Oui. était excellente aussi. Il a fait plusieurs tournées dans un certain nombre de pays africains. Il a reçu un nombre important aussi de chefs d'État africains subsahariens au Caire. C'est très important. Je pense qu'à ce niveau, le travail est fait. Et ce n'est pas pour dire du bien seulement, mais c'est une réalité qu'il faut reconnaître. L'important, c'est que ça suive. Que ça suive pas simplement au niveau des affaires étrangères, de la diplomatie, mais ça doit suivre au niveau de la coopération, des ministères de la Santé et autres, dans les opérations de maintien de la paix aussi. Dans le domaine de la santé, que vous avez très bien mentionné, dans le domaine de l'éducation, peut-être aussi reprendre un jour, ça fait partie de votre domaine. En Égypte, il existait des radios qui diffusaient en ondes courtes, je pense, en certaines langues africaines, comme la Hausa, par exemple, et comme le Swahili. Et pourquoi pas ne pas reprendre cela. Nous avons un institut formidable qui dépend de l'Université du Caire, qui est l'Institut d'études africaines, qui existe toujours, mais je pense qu'il s'est endormi. Il faudrait le réveiller. Il y a un centre qui s'appelle, comment on dit, la Société africaine. Je pense qu'on devrait trouver un autre nom parce que société, c'est un peu impérialiste, colonialiste depuis le temps. Mais cet organe devrait s'élargir, s'occuper des affaires culturelles, des échanges culturels. Peu d'Égyptiens connaissent que l'Afrique est très riche en matière de culture. La musique africaine est reconnue dans le monde entier. On connaît très très peu en Égypte. C'est une musique très moderne. Monsieur l'ambassadeur, oui. Il y a des peintres africains, qu'on peut inviter en Égypte. On peut envoyer des artistes égyptiens. C'est-à-dire, il y a des verbes dans le domaine. Donc, si le président a fait le grand bond et le grand pas en avant, il faut que tous ces ministères, le ministère de la Culture, doit être inscrit. Messieurs, travaillez sur ce dossier-là. Voyez comment nous voulons voir des résultats dans 6 mois, 1 an pour des domaines il a déjà ouvert la porte. Un centre culturel africo-égyptien. Pourquoi pas? Nous vous remercions infiniment, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général aux Nations Unies, maintien de la paix et résolution pacifique des conflits, retraité, ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Mais rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Bonne soirée et au revoir.